Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal version française en ce vendredi 18 février 2022. Merci de nous rejoindre sur Viva pour vous informer. Le sommet Union africaine et Union européenne, toujours à la une des actualités de ce jour. Le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, a réitéré son appel à la prise de responsabilité des pays producteurs de gaz à effet de serre face aux pays qui en subissent directement les impacts. C'était lors de la table ronde de ce jour qui a réuni les États africains et européens. Des conventions sur la dette carbone ont déjà été effectuées lors de la COP 21 et de la COP 26. Le président de la République, pour cette deuxième et dernier jour du sommet, a renforcé ce plaidoyer. Il a concrètement pris le cas de Madagascar qui subit l'injustice climatique. Il a également réitéré les efforts et l'intérêt de Madagascar à prendre part au plan d'action conjointe dans le cadre de la lutte contre les impacts du changement climatique. Reportage de Judicaël Randjianirine. Le 6e sommet de l'Union européenne et l'Union africaine s'est achevé aujourd'hui, 18 février, à Bruxelles. Le thème pour cette deuxième et dernière journée de la 6e édition du sommet était la production agricole moderne pour lutter contre les impacts du changement climatique. Un thème qui correspond totalement à la vision et au pèlerin du président de la République, Andry Rajoelina. Pour cette deuxième journée, le président de la République a rappelé que des conventions ont déjà été effectuées lors de la COP 21 et de la COP 26 qui stipulent que les pays producteurs de gaz à effet de serre doivent une dette carbone du Fonds climat vert à plusieurs pays africains, dont Madagascar qui subit une injustice climatique et qu'ils doivent donc les payer. Cette injustice se manifeste à travers les sécheresses aiguës dans le sud, les cyclones violentes, à l'instar de Batsirai qui a lourdement frappé Madagascar. Madagascar réitère sa volonté dans la lutte contre le changement climatique et pour la participation dans le plan d'action conjoint de l'Union européenne et de l'Union africaine. Madagascar y participera afin d'augmenter la production agricole et améliorer la qualité de l'alimentation pour lutter contre le kéré. Devant de nombreux chefs d'État, le président a proposé les moyens de lutte contre le changement climatique, notamment la mise en place de la réforestation comme étant une politique nationale ainsi que l'amélioration agricole et de la production rurale. Et concernant l'évolution du cyclone Emnati, il atterrira à Madagascar ce mardi 22 février entre Thomas Nevuipin et atteindra le stade de cyclone tropical intense. D'après les informations émanant du service de la météorologie ce jour, à cet effet, 5 régions ont déjà été placées sous alerte verte. Fanjesena Mirai nous en dit plus dans ce reportage. Vers 10 heures locales, Emnati était localisé à 1386 km à l'est de Sambave. Le vent apporté par ce cyclone est désormais de 100 km à l'heure avec des rafales de 140 km à l'heure. L'on a donc pu constater qu'il a forci et à ce stade, Emnati est désormais une forte tempête tropicale. Il se déplace vers l'ouest-sud-ouest à raison de 13 km à l'heure d'après le service de la météorologie ce jour. Emnati est prévu atteindre la côte est de Madagascar ce mardi 22 février en tant que cyclone tropical intense avec des vents de 165 km à l'heure, précisément entre Thomas Nevuipin. Emnati est classé au même niveau que Batsirai en termes de force, indique Météo Madagascar. Dans le cadre de la prévention à l'arrivée de ce cyclone, les régions Analanzrouf, Atsnanan, Vadvav, Fitvenan, Atsimotsnanan ont déjà été placées sous alerte verte depuis ce jour. Et sur un tout autre sujet, la HCC ou la Haute Cour constitutionnelle dispensera une formation à tous ceux qui opèrent dans le secteur électoral pour l'année à venir, d'après les dires de son président ce jour. L'objectif étant d'éviter le retour des plaintes déclarées, recevables mais non fondées. Reportage de Fanjesena Mirai sur les images de Yves Janel. À compter du mois de mars jusqu'à la fin de l'année, la délégation de la HCC va effectuer une tournée nationale dans les 23 régions de Madagascar, durant laquelle elle réunira tous ceux qui sont en charge de l'élection afin de les former sur les procédures électorales. L'objectif est d'éviter le retour des plaintes électorales recevables mais non fondées.
Cette initiative vise une totale transparence pour les élections à venir, mais surtout pour éduquer la population malagasy. Une initiative qui s'inscrit totalement dans les attributions de la HCC. En effet, les élections déterminent le devenir d'un État, d'où l'importance de l'éducation électorale. Cela débutera dès le 4 mars pour la région Antananarive, d'après les précisions apportées par le président de la Haute Cour constitutionnelle ce jour. Le riz et l'huile distribués à Ikung, qui sont à l'origine de polémiques, ne viennent pas de l'État malagasy, a souligné le ministère de la Population et le BNGRC ce jour. Les responsables étatiques en charge de la distribution des dons portent toujours des uniformes, expliquent ces derniers, ce qui n'est pas le cas de ceux qui ont été procédés à la distribution de dons à Ikung. Les responsables invitent ceux qui souhaitent faire des dons à les déposer au niveau du BNGRC afin que les distributions soient mieux organisées. D'après les explications apportées dans ce reportage de Secharangiana Semiar Vulatsferen. Le riz, l'huile et les légumineux distribués à Ikung étaient des dons venant d'un particulier et non de l'État malagasy, d'après les explications apportées par le ministère de la Population ce jour. Les vidéos partagées sur les réseaux sociaux insinuaient que les responsables étatiques distribuaient du riz à l'aide de petits récipients tandis qu'une capsule de bouteille servait de doseur d'huile. Le ministère de la Population a démenti cette fausse information car en effet, il ne s'agissait pas de dons octroyés par l'État malagasy, mais un don émanant d'un particulier. Par ailleurs, aucun responsable, que ce soit du ministère de la Population ou du BNGRC, n'était présent sur place. Pour éviter une telle situation, le BNGRC invite les particuliers, groupements, associations voulant apporter leur aide ou faire un don à directement venir auprès d'eux du BNGRC pour les déposer afin que ce dernier puisse en coordonner la distribution. Le BNGRC a aussi souligné qu'il ne distribue pas de vivres en quantité insuffisante comme il a été publié sur les réseaux sociaux. En effet, le BNGRC est en connaissance des ratios suffisants pour une famille. Dans ce cadre, les responsables ont rappelé à tout un chacun ce jour l'importance de suivre les organisations mises en place par le BNGRC et le ministère de la Population, mais ont également rassuré que les aides, que ce soit de la part de l'État malagasy ou des particuliers, parviendront bien au niveau des sinistrés. Nous poursuivons toujours avec Ikung les travaux d'urgence pour la réhabilitation de la route nationale 14 ou RNT 14 reliant les districts d'Ifanadine et Ikung ont débuté hier selon le ministre des Travaux publics qui est descendu sur les lieux pour voir les procédures des travaux. Ces derniers commenceront par des travaux d'urgence pour rétablir au plus vite la circulation en cette saison des pluies. Après cela, le ministère procédera aux travaux définitifs. Il est à rappeler que le mauvais état des routes a été accentué par le passage du cyclone Batsirai dernièrement. Un reportage de Naté Rakutumav. Le passage du cyclone Batsirai a accentué la dégradation de la route nationale numéro 14 reliant le district d'Ifanadine à celui d'Ikung. De ce fait, les habitants se plaignent que les récoltes ne peuvent plus sortir du district, l'inflation commence à se faire sentir, sans parler de la difficulté à circuler, comme le soutient cet habitant. La route n'a pas été réhabilitée comme il se doit depuis des années et dès que la pluie tombe, la situation empire. Il est important que les habitants puissent circuler sans difficulté. Ainsi, selon les consignes du président de la République, le ministre des Travaux publics et son équipe sont venus voir la situation et y trouver des solutions au plus vite pour rétablir la circulation sur cet axe. Selon le ministre des Travaux publics, Jerry Achefnjazan, en cette période de pluie, il est difficile de procéder à des travaux définitifs, donc il faudra entamer des travaux d'urgence pour les 2 premiers mois. Ensuite, dès la fin de la saison des pluies, le ministère procédera aux travaux définitifs qui dureront environ 3 mois. Ainsi, la réhabilitation de cette route durera 5 mois selon les prévisions. Rappelons que ces réhabilitations concernent 94 km de route. Le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat avec les sociétés en charge des travaux est actuellement en pleine amélioration des tracés du projet TPC ou transport par câble étant donné que les citoyens, le comité technique d'évaluation ou CTE ont fait part de leurs inquiétudes sur quelques points du projet comme la sécurité, la sûreté ou encore au niveau des bruits qui peuvent perturber les ondes de passage des cabines.
Selon le secrétaire d'État, toutes ces doléances, ces inquiétudes ont été prises en considération et le CTE devra tenir une réunion pour l'évaluation du projet. Il ne devrait pas y avoir de problème pour l'octroi du permis environnemental car les enquêtes environnementales et techniques sont déjà achevées, selon toujours ce ministre. Le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat procédera également à la sensibilisation des citoyens sur l'utilisation de ce nouveau transport qui sera bientôt mis en place dans la capitale, précise le premier responsable. Et dans le cadre de la réouverture progressive des frontières malagasy, le ministre du Transport et de la Météorologie s'est entretenu avec l'ambassadeur de l'île Maurice à Madagascar le 11 février dernier afin de discuter des conditions de la réouverture des frontières des deux pays. Toujours dans ce cadre, des entretiens techniques ont également eu lieu entre les compagnies aériennes dont Ethiopian Airlines et Air Mauritius. Cependant, aucune date n'a été définie sur la réouverture des frontières malagasy. Concernant les vols en provenance de l'étranger, l'ouverture de Nousbé aux vols commerciaux demeure la priorité de l'État malagasy. Nousbé peut actuellement accueillir les bateaux de croisière. La première infrastructure de récupération d'eau de pluie dans la région, Analamang, est officiellement mise en place dans la commune d'Amboïdzanak. L'eau emmagasinée permettra l'arrosage des cultures face aux impacts du changement climatique, mais pourra également approvisionner en eau potable d'après les explications contenues dans un reportage d'Aniana Martina et Secha Andjianap. Une surface de 4 hectares a été aménagée pour la mise en place de cette infrastructure de récupération d'eau de pluie pour les cultures et l'approvisionnement en eau potable de la commune Amboïdzanak. Une nouvelle technique permettra d'améliorer les cultures face aux impacts directs du changement climatique. Elle est à la fois respectueuse de l'environnement et permettra surtout d'approvisionner la population locale en eau potable. En seulement un mois, l'on a pu récupérer 700 mètres cubes d'eau grâce à ce projet. En période sèche, l'on peut observer une réduction d'eau de 80 cm d'après les explications des techniciens. L'eau récupérée pourrait être gardée pendant une année ou même plus si nous prenons soin de ce lac à travers le reboisement. 6 mois de travaux ont été nécessaires pour la mise en place de cette infrastructure qui constitue une solution efficace et bénéfique pour tous face à la situation climatique actuelle à Madagascar, d'après les explications apportées par les techniciens malagasy. Et concernant les actualités internationales de ce jour, ce vendredi 18 février, journalistes et habitants affirment que de nouveaux bombardements ont eu lieu près de Sanistay, Lungaskar, ville de l'Est de l'Ukraine, sous contrôle des forces gouvernementales. Kiev et séparatistes pro-russes s'accusent mutuellement d'être à l'origine des frappes et de son côté, Vladimir Poutine a annoncé de nouvelles manœuvres de ses forces stratégiques pour ce samedi 19 février. Le ministère russe de la Défense affirme que ces exercices étaient planifiés. Reportage de France 24. Nous sommes en pleine mer Noire. La défense aérienne russe repousse un assaut de missiles sur sa flotte. Ce navire de guerre de classe Kinda est alors mobilisé. Ce n'est pour l'instant qu'un exercice, un de plus. Mais en plein regain de tension avec l'Ukraine, ces manœuvres pourraient être interprétées comme des provocations. Ce vendredi, des échanges de tirs ont été entendus à l'est, dans le Donbass. Et toute la nuit, l'Ukraine dit avoir été victime de 20 violations du cessez-le-feu par les séparatistes pro-russes, qui eux rapportent 27 tirs de l'armée de Kiev. La veille, c'est une école maternelle qui a été touchée. Et là encore, les deux camps se renvoient la balle. Côté ukrainien, on dit avoir été attaqué. On s'apprêtait à aller travailler, on s'est levé et comme en 2014-2015, il y a eu un énorme rugissement. Ce n'était pas loin. J'ai regardé par la fenêtre, les gens disaient que c'était quelque part, près, peut-être à côté de la maternelle. Nous nous sommes habillés et nous avons couru au sous-sol. Et côté russe, on diffuse ces images en boucle en expliquant que les séparatistes pro-russes ont seulement riposté. En rentrant du travail, j'ai entendu un bang. Je n'ai rien compris et puis je me suis évanouie.
La tension ne retombe pas. Pour ce samedi, la Russie annonce de nouvelles manœuvres de ses forces stratégiques avec des tirs de missiles balistiques et de croisières. Un juge new-yorkais a ordonné jeudi 17 février à Donald Trump et deux de ses enfants, Ivanka et Donald Jr., de témoigner sous serment avant le 10 mars prochain dans le cadre de l'enquête civile sur les pratiques fiscales de son groupe. Soupçonné de fraude fiscale, l'ex-président des États-Unis peut encore faire appel de cette décision. Reportage. L'étau judiciaire se resserre autour de Donald Trump. L'ancien président et homme d'affaires a 21 jours pour venir témoigner sous serment avec ses enfants Ivanka et Donald Jr. Derrière cette demande, Letitia James, la procureure démocrate de l'État de New York et ancienne candidate au poste de gouverneur. Elle enquête depuis 3 ans sur les pratiques fiscales de la Trump Organisation. Sur Twitter, elle s'est félicitée de cette décision. Personne ne sera autorisé à se mettre en travers du chemin de la justice, aussi puissant soit-il. La procureure a étayé ses soupçons dans un document judiciaire de plus de 100 pages. Elle accuse l'entreprise familiale d'avoir gonflé la valeur de certains biens pour obtenir des prêts bancaires ou de les avoir diminués pour payer moins d'impôts. Les Trump dénoncent une chasse aux sorcières politiques, mais cet argument n'a pas convaincu le juge. Les avocats de Donald Trump ont toujours réclamé l'immunité. Mais je peux vous dire que le privilège exécutif et les chances d'obtenir une immunité contre ces poursuites sont très limitées. Non seulement le président n'est plus en fonction, mais une grande partie des événements cités ont eu lieu avant qu'il n'entre en fonction. Les Trump pourraient aussi contester la décision d'hier ou choisir de ne pas répondre aux questions de Letitia James pour ralentir cette enquête civile. Car ils redoutent que ces témoignages permettent d'étayer une autre enquête, non pas civile mais pénale, ouverte en parallèle par le bureau du procureur de Manhattan. Ce procès doit s'ouvrir courant 2022. La police canadienne, dans la soirée d'hier, a procédé à de premières arrestations ciblées de meneurs de mouvements anti-mesures sanitaires qui bloquent les rues d'Ottawa depuis bientôt 3 semaines. Plus tôt dans la journée de jeudi, le Premier ministre Justin Trudeau avait estimé que cette contestation n'avait plus rien de pacifique lors d'un débat historique à la Chambre des communes portant sur la mise en œuvre de la loi sur les mesures d'urgence. Toujours un reportage de France 24. Sur cette vidéo mise en ligne par le mouvement des convois de la liberté, Tamara Lich, l'une des meneuses des manifestants, est arrêtée sans résistance par la police d'Ottawa. Quelques heures plus tôt, cette figure du mouvement disait ne pas avoir peur d'être arrêtée. It's not an illegal protest. It's in our Charter of Rights and Freedoms. And so, what's your response then if you do get arrested? Hold the line. Cette arrestation illustre le durcissement de ton de la police locale face aux manifestants. Un périmètre de sécurité a ainsi été érigé autour du centre-ville et une centaine de barrages permet de contrôler les entrées et les sorties. Dans la journée, et après 3 semaines de blocage de la capitale canadienne, les autorités leur avaient lancé un ultimatum, leur intimant l'ordre de quitter les lieux et brandissant la menace d'une évacuation imminente. We want to end this unlawful protest peacefully and safely. We are prepared to employ lawful techniques to remove the unlawful protesters from our streets. To those engaged in the unlawful protest, if you want to leave under your own terms, now is the time to do it. Les camionneurs bloquent toujours les rues d'Ottawa pour protester contre les mesures sanitaires en vigueur et beaucoup exigent même la démission du gouvernement de Justin Trudeau. Face au Parlement, le Premier ministre a annoncé la mise en œuvre de la loi d'urgence, une disposition exceptionnelle en temps de paix. C'est également avec cette actualité internationale que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Tout de suite après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'émission Data qui sera axée pour aujourd'hui sur le secteur du transport, suivi du premier film de la soirée. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur Viva.